Nous allons faire cette table ronde qui, j'espère, va tous vous passionner. Donc, son thème, c'est l'état de la planète, influence-t-il notre cerveau? Il est impossible d'en douter, le climat est perturbé et les catastrophes écologiques se multiplient et malheureusement, on en voit tous les jours sur toute la planète. Donc, de quoi nous inquiéter et particulièrement vous inquiéter, vous les plus jeunes, parce que vous pouvez toujours vous poser des questions sur l'avenir de cette planète qu'on est en train de massacrer. Et le dérèglement climatique, a des conséquences non seulement sur notre santé mentale, mais aussi sur notre façon de nous projeter dans l'avenir. Et les spécialistes commencent à s'en préoccuper, et nous avons justement 3 spécialistes qui sont là ce soir pour répondre à toutes vos questions. Donc j'appelle Hélène Brock, qui est psychologue clinicienne au CHU de Nice, co-responsable du DU de psychologie expérimentale et criminelle à la faculté de médecine de Nice. J'appelle Jérôme Palazzolo, psychiatre et psychothérapeute à Nice et chercheur associé au LabCOS, c'est le laboratoire d'anthropologie et de psychologie clinique, cognitive et sociale à l'Université de Côte d'Azur. Et enfin Antoine Pellissolo, vous allez voir, il y a 2 noms là, je plains ma consoeur, donc qui est psychiatre, chef de service des hôpitaux Henri Mondor et Albert Chenevrier à Créteil, et qui a écrit très récemment un livre qui s'appelle Les émotions du dérèglement climatique. Et pour modérer ce débat avec le talent qu'on lui connaît, j'appelle Béatrice Parino, qui est journaliste au Point. Vous prenez un micro chacun et on vous écoute avec passion. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à tous les 3, merci d'être présents. Une première question, tout simplement la définition d'éco-anxiété. Est-ce que c'est un concept qu'on doit à mes collègues journalistes? Est-ce que c'est une vraie définition médicale? Monsieur Pellissolo, parce que moi je me souviens des noms. Bonjour à toutes et tous et merci pour l'invitation au Point et à tous les collègues qui nous accueillent. Alors l'éco-anxiété, un terme qui commence à être de plus en plus répandu, mais qui est quand même encore récent, en tout cas en France, et dont la définition n'est pas, je dirais, complètement stabilisée. C'est en gros l'inquiétude sur l'avenir du monde, de la planète, et notamment en rapport avec les catastrophes liées au dérèglement climatique. C'est la peur de l'effondrement, la peur parfois du collapse que certains ont en tête, et ça se décline sous plein de formes différentes, de degrés différents, et de probablement de manifestations différentes. Donc c'est pas une maladie, ce n'est pas une maladie en effet répertoriée, en tout cas en psychiatrie. Il faut pas le voir comme ça, il faut le voir comme une conscience, je dirais, de l'avenir du monde, qui au départ est plutôt une bonne lucidité sur la réalité de notre avenir potentiel, mais qui chez certaines personnes peut générer beaucoup de souffrance. Et c'est là que pour nous, c'est une question clinique, d'une certaine manière, qui peut se poser auprès des patients, en plus de la question climatique en elle-même, c'est-à-dire environnementale, de la question politique éventuelle, et la question même philosophique sous un certain angle. Donc c'est ça toute la richesse de cette thématique. Docteur Palazzolo, votre collègue l'a dit, c'est pas une maladie qui est répertoriée, mais pour autant, est-ce qu'elle est documentée, étudiée, ou est-ce que là, on est en train finalement de parler de quelque chose, d'un phénomène? Alors oui, elle est étudiée, de plus en plus étudiée de par l'actualité, hein, comme l'a dit très bien Antoine. On voit que actuellement, il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. On en parlait tout à l'heure avant de débuter. On disait qu'il y avait aussi une question générationnelle, c'est-à-dire que les jeunes sont beaucoup plus préoccupés, heureusement d'ailleurs, sur l'avenir de la planète, et parfois ça peut même être à l'origine de conflits de génération. Hein, je me fais régulièrement engueuler par mon fils parce que je mange de la viande, ça m'arrive, mais globalement on est dans un contexte où effectivement c'est quelque chose d'actualité, c'est quelque chose qui est de plus en plus débattu, et nous on le voit justement au niveau de notre consultation, c'est des thématiques qui reviennent de plus en plus, c'est-à-dire que moi personnellement tout ce qui était éco-anxiété, je l'associe un petit peu à un trouble qu'on appelle le trouble anxieux généralisé. C'est-à-dire c'est une angoisse générée par différents événements, des personnes qui sont toujours anxieuses par rapport à ce qui pourrait éventuellement arriver. Et cela étant dit, on voit que tout ce qui est problématique en lien avec l'avenir de la planète, etc., c'est quelque chose qui revient souvent dans le discours des patients, et nous après en tant que thérapeute, en tant que psychiatre, à nous adapter aussi à ça, et on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais de tout ce qui est technique psychothérapique pour proposer à ces patients des solutions pour aller mieux.
Mais ces sujets de préoccupation, dans quelle mesure ils sont nouveaux? Depuis quand vous en entendez parler? Alors ça, je parle de mon expérience, ça fait une petite dizaine d'années à peu près qu'on voit ça. Et puis, alors on a aussi des problématiques liées, alors on va pas tout mélanger, mais liées à des personnes qui ont vécu des traumas également. Hein, oui, on va en parler. Et voilà, dans la région, on a été soumis à pas mal de traumas, et donc des éléments qui vont revenir au niveau du quotidien et qui vont être à l'origine de ce qu'on appelle des épisodes de réviviscence chez les patients. Et donc ça, c'est quelque chose qui revient aussi de manière systématique. Vous, Hélène Brock, dans l'exercice de vos fonctions, vous avez une particularité, vous travaillez ici pour le service de médecine physique. Vous voyez donc arriver des gens abîmés physiquement, mais aussi traumatisés psychologiquement, mentalement. Corrigez-moi si j'emploie pas les bons mots. Mais finalement, quand vous voyez ces patients-là, les formes que peuvent prendre leurs troubles anxieux, en quoi sont-ils si différents de troubles anxieux plus communs? Alors, en médecine physique et réadaptation, on s'en rend pas véritablement compte, mais c'est un service où on accueille effectivement des gens traumatisés. Par exemple, quand il y a eu l'attentat de Nice, tous les malades blessés sont arrivés dans le service. Donc ça, c'est une première chose. Lorsque vous avez un Covid grave, que vous sortez de réanimation et que vous avez besoin d'une réadaptation, vous arrivez aussi dans le service. Et on est vraiment, je trouve, un endroit où, pour prendre un petit peu la température anxieuse au niveau de la population, c'est véritablement un endroit qui est très intéressant. Et effectivement, par-dessus toute la problématique que l'on a connue, on a aussi eu la tempête Alex, qui était un événement absolument catastrophique, qu'on a encore du mal à comprendre et à imaginer, tellement ça a été une destruction violente. Et c'est vrai que sur une population qui a été excessivement fragilisée par les attentats, on a vu l'angoisse monter avec le Covid, avec différentes problématiques qui ont justement, on va voir, renvoyé à des angoisses par rapport ce qu'on appelle effectivement l'éco-anxiété, dans le sens où tous ces événements, vous confrontent à la mort quand même. C'est pas quelque chose d'habituel. Bon, dans les hôpitaux, évidemment, nous, on réfléchit à cette question-là, mais à l'extérieur, on n'est pas forcément confronté à la mort, et en plus à la mort traumatique. Lors du Covid, on a eu les patients ont eu des angoisses par rapport au fait que peut-être on pouvait manquer de médicaments. Ça, les questions se sont posées. Peut-être des problématiques par rapport à des manques au niveau de l'alimentation. On a eu une fragilisation du lien social, puisque l'autre pouvait potentiellement nous faire mourir. Donc, et en plus, il y a eu cet isolement. Et donc, sur le contexte déjà excessivement anxieux, la tempête Alex, qui a été excessivement traumatique. Enfin, moi personnellement, je l'ai vécu, puisque j'étais seule chez moi, sans électricité, les arbres tombaient. Enfin, j'ai compris ce que c'était, véritablement. Et on est dans une région où, évidemment, il y a des incendies. On connaît les incendies depuis petit, il y a des inondations, on connaît. Mais ça, on n'avait jamais été confronté à ça. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que on se déprime très très vite. Quand on se retrouve dans cette situation-là, j'ai été surprise, j'ai essayé de m'analyser, puisque j'étais complètement seule, sans électricité. Je connaissais quelqu'un qui travaillait à EDF, donc je l'ai appelé et il m'a dit c'est une catastrophe, on sait même pas si on pourra redescendre. Enfin, vous êtes dans votre maison, vous voyez les arbres tomber et on vous dit que les gens sont bloqués, sans information. Donc le thérapeute, il est aussi pris, c'est ça qui est un peu spécifique, il a à recevoir les angoisses des patients, mais il est aussi pris dans ce type de problématique. Donc depuis, c'est clair que on est excessivement sensibilisé, en tout cas dans notre région, et que on voit émerger les thématiques de plus en plus avec une hypersensibilité et une acuité
qu'on n'avait peut-être pas autant avant, où il y avait quand même un déni relatif, où on se disait que les modifications climatiques, ça n'existait pas, où on exagérait un petit peu les choses. Là, quand on le vit, on commence à, effectivement, la petite machine anxieuse se met en route, et on est hypersensible au moindre événement qui peut survenir. Docteur Pellissolo, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, peut-être pour faire le lien complètement entre ce que vous décrivez, c'est-à-dire le vécu des victimes de ces catastrophes quand on est soi-même exposé, et plein d'autres personnes qui n'ont pas forcément été victimes elles-mêmes, mais qui ont été témoins en général par les médias, et puis par tous les rapports scientifiques qu'on a maintenant de plus en plus sur la dégradation du climat et de ses conséquences, donc les rapports du GIEC notamment, qui est vraiment le moteur de beaucoup de prise de conscience, mais aussi d'inquiétude, c'est justement le rapport au trauma. Et l'éco-anxiété, on la décrit souvent comme une espèce de peur pré-traumatique, de stress pré-traumatique, alors que ce qu'on trouve chez les victimes, c'est des troubles post-traumatiques, et maintenant une entité bien décrite en psychiatrie. Les personnes qui souffrent, et notamment les jeunes, de cette anxiété pré-traumatique, ça va m'arriver, c'est pas forcément arrivé à moi-même pour l'instant, mais je le vois se rapprocher de moi à la fois dans le temps et dans l'espace, puisqu'on a en effet des catastrophes naturelles maintenant sur notre territoire, que ce soit les incendies, que ce soit les tsunamis, que ce soit les tempêtes. Et donc il y a cette impression que ça va nous tomber dessus, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, et avec en effet une confrontation avec la mort, puisque derrière il y a quand même une peur existentielle qui est on n'aura plus d'espace vital dans 20 ou 30 ans. Et donc ça concerne évidemment surtout les jeunes qui ont cette vision de leur propre avenir, alors que les générations un peu plus anciennes, on va dire, nous les boomers pour certains, on s'inquiétait sur nos enfants, mais aux générations futures, comme on disait. Les jeunes actuellement, ils voient ça dans les décennies à venir. Et donc quelque chose qui prend aux tripes, on peut dire. Et l'autre point, puisque votre question c'était la différence avec les autres formes d'anxiété qu'on connaît, notamment l'anxiété généralisée, en effet, qui ressemble quand même pour beaucoup à cette inquiétude sur l'avenir, c'est quand même qu'il y a une identification, je trouve, très forte avec l'environnement naturel, avec la terre. Il y a un terme qui a aussi émergé ces derniers temps, qui est la solastalgie, en fait, qui ressemble un peu à l'éco-anxiété, mais plutôt rétrospectivement. C'est pas la peur de l'avenir, c'est le deuil de ce qu'on a déjà perdu comme environnement naturel, de vie, d'espace de la terre, vraiment. Alors ça vient notamment de l'Australie avec la transformation des paysages, avec la perte de l'environnement nourricier, celui auquel on s'identifie, et avec une espèce d'empathie pour le monde naturel, et avec une souffrance qu'on ressent en voyant souffrir, entre guillemets, les forêts, les animaux évidemment, et ça c'est quelque chose de très particulier, et c'est très en effet générationnel. On voit de plus en plus notamment de jeunes qui supportent plus de voir qu'on abat des arbres, qu'on va manger des animaux, etc. Et clairement, il y a quelque chose de plus fort, en tout cas, que certains troubles anxieux qui sont en général plus ciblés. Là, ça prend l'existence entièrement et l'environnement entièrement. Vous avez souligné, il y a beaucoup de peur, mais est-ce qu'il y a de la colère ? Alors oui, bien sûr. Souvent déjà, la peur est associée à de la colère, c'est assez fréquent. Je pense qu'il y a un point par contre qu'il faut développer, c'est que l'anxiété n'est pas nécessairement pathologique, hein. Je dis ça, voilà, pour vous rassurer aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont anxieux. Voilà, ce que je veux dire, c'est que si vous êtes un peu inquiet pour l'avenir de la planète, c'est normal. Hein, je veux dire, là où ça commence à devenir pathologique, c'est quand ça commence à prendre de l'ampleur et que ça commence justement à empêcher de vivre au quotidien. Mais comment on comprend qu'on est qu'il faut venir vous voir? Ah ben voilà, ben justement, c'est ça qui est important. Parce que souvent, on a des personnes qui viennent nous voir en disant « je suis anxieuse ». Et la personne me raconte des choses et je me dis « mais moi, je suis plus anxieux que lui ». Donc en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, l'anxiété, c'est une émotion primaire. C'est une émotion qui vise à nous préserver. Si on n'avait pas d'anxiété, l'espèce humaine serait déjà morte depuis des centaines d'années. Si je ne suis pas anxieux, je dois traverser l'autoroute, je vais y aller. Si je ne suis pas anxieux et que j'habite au 4e étage et que je veux aller plus vite, je vais sauter par la fenêtre. Donc dans ce cadre-là, ce n'est pas adapté. À partir du moment où cette anxiété devient pathologique, ça veut dire qu'elle va avoir un impact sur ma qualité de vie. Et dans ce cadre-là, oui, ça vaut le coup de consulter et de se faire traiter par rapport à ça. Maintenant, voilà, avoir une certaine éco-anxiété ou en tout cas une prise de conscience un petit peu du quotidien, à mon sens, c'est pas nécessairement aller chez le médecin et dire voilà, je suis angoissé, quoi.
Hélène Brock, est-ce que dans l'attitude des éco-anxieux que vous pouvez voir, il peut y avoir une réaction aussi violente, parce qu'on voit, il y a beaucoup de manifestations au nom du climat, parfois ça dégénère. Est-ce que voilà, il y a des dérives comportementales ? Alors les réactions, en gros, on voit à peu près 4 types de réactions. Bon, la première, c'est celle dont je vous parlais, qui est l'évitement. Le réchauffement climatique n'existe pas, et ça permet effectivement de ne pas se poser de questions, ce qui va rendre en colère un certain groupe, justement, qui, lui, va considérer ces gens-là comme étant excessivement dangereux et ça va mobiliser justement des affects pulsionnels de l'ordre de la colère et potentiellement aussi de l'attaque dans le cadre de l'écologie radicale, puisque ça existe. Les mouvements d'écologie radicale qui sont nourris par des angoisses d'apocalypse en fait, par rapport à ce qui peut arriver et si on ne réagit pas. Une autre réaction, c'est l'abattement, se dire mais comment on peut changer les choses quand on voit ce qui se passe. Encore actuellement, on rajoute un facteur d'angoisse de plus au niveau des patients qui est la guerre, avec la menace nucléaire qui est brandie. Donc effectivement, la personne est abattue et elle se dit comment je vais pouvoir effectivement réagir face à ça. La troisième, c'est de se regrouper pour faire des actions, des manifestations qui veulent interpeller. On se souvient de l'Airbus d'Air France qui a été peint en vert par Greenpeace pour interpeller et pour essayer de faire réagir les gens. Les aéroports d'ailleurs ont des brigades spéciales pour surveiller ce type de mouvement. Et puis en fait, il y a ce risque de glisser dans quelque chose de beaucoup plus radical, avec une espèce de vénération de la planète et une haine de tout ce qui potentiellement l'attaque. Et là, on est sur des registres anxieux qui prennent des formes qui peuvent être parfois pathologiques quand même. Alors, comment vous arrivez un petit peu à les aider, à leur permettre de sortir de cet état-là, ou du moins de penser que la catastrophe, oui, peut-être. Alors, on aborde les solutions, c'est ça la question ? Tout à fait. Alors, comment vous les accompagnez finalement ? Parce que, à vous entendre, vous êtes quand même d'accord pour dire qu'il faut qu'on ouvre les yeux, qu'il y a un dérèglement climatique, un changement climatique, qu'on prend en pleine figure. Donc, en gros, vous leur donnez raison de s'inquiéter, mais voilà, jusqu'où il faut s'inquiéter pour aller quand même continuer à aller bien. Ben voilà. Alors, moi, je m'occupe d'anxiété depuis, je vais pas dire combien, mais beaucoup de temps, et j'ai appris avec l'expérience qu'il ne faut pas essayer de rassurer les anxieux. Ça sert à rien. Par ça contre, nourrirait leur plutôt salé. Oui, ça marche pas quoi. On peut pas rassurer les anxieux, c'est pas le but. Il faut leur donner des ressources qui permettent d'eux-mêmes faire face. Et sur ce sujet-là, effectivement, le but c'est pas de contredire la peur, on est tous convaincus qu'elle est justifiée. Donc c'est un accompagnement, et un accompagnement qui normalement, alors qui s'adapte évidemment quand même à la situation de chaque personne. On a dit que on pouvait évoluer quand on est très anxieux vers des états pathologiques, vers la dépression, et donc là, nous, on est dans notre rôle de soin quand on aperçoit, on peut observer ces diagnostics qu'il faut soigner, avec les méthodes habituelles. Mais au-delà de ça, l'accompagnement, c'est vraiment de suivre le parcours naturel, je dirais, de ce sentiment d'éco-anxiété qui suit souvent les étapes qu'on peut un peu comparer au deuil. C'est-à-dire qu'il y a toutes les étapes de prise de conscience brutale, de sidération, d'effondrement à un moment donné. Et puis, avec le temps, et on peut espérer que ça se fasse même spontanément chez certains, effectivement, on refait un parcours vers quelque chose qui est je vais vivre avec cette conscience. Je ne vais pas me convaincre d'avoir tort, puisque, a priori, vraiment, il y a un enjeu majeur. Mais je vais vivre avec cette perspective qui n'est pas forcément très rose, mais sur laquelle on peut travailler. Donc le chemin, c'est progressivement construire des actions, en effet, souvent collectives, reconstruire un projet de vie. Et ça peut prendre quand même un petit peu de temps. C'est pas en claquement de doigts. On peut apaiser ce qui est plus souffrance, la souffrance importante, les crises d'angoisse, les troubles du sommeil. On essaye de mobiliser les ressources, notamment en psychothérapie, comme le disait Jérôme, sur accompagner les phobies
phobies qui peuvent en découler, les troubles du sommeil, les crises d'angoisse. Mais sur le fond, c'est vraiment faire un projet de vie vers quelque chose qui est accepter de vivre avec ça, accepter de vivre avec les craintes sur l'avenir du monde, parce qu'elles existent, savoir qu'on est parfois en colère, en effet, contre certains qui n'agissent pas, qui ont mal agi avant. Bon, là-dessus, il faut peut-être élaborer un petit peu et agir sur sa propre culpabilité. Je ne peux pas tout faire moi-même. C'est souvent ça le sentiment d'impuissance majeure, parce qu'on sait que à notre échelon, l'échelon individuel, effectivement, on peut devenir végétarien, mais on sait que individuellement, en gros, si tout le monde faisait les efforts durs à faire, ça représente 30%, grosso modo, du changement, notamment d'augmentation de température. Le reste, c'est les grosses industries, les pouvoirs publics, etc. Donc de toute façon, individuellement, on sera toujours impuissant et on peut se sentir coupable. Donc il faut arriver à atténuer ça, malgré tout, pour vivre l'instant présent. En gros, c'est un peu ça quand même la meilleure recette pour surmonter ces angoisses, et donc aller vers un projet existentiel qui soit changer son... Alors ce que font les gens spontanément, c'est qu'ils vont trouver à la fois un mode de vie et des objectifs de vie professionnels, personnels, qui les rapprochent de leurs valeurs, disant je vais quand même être utile à quelque chose. Alors c'est ça qui peut être douloureux. Moi, un des derniers patients que j'ai vu avec ce type de tableau vraiment typique, c'était un jeune étudiant qui était obsédé par l'histoire des matières plastiques, de l'envahissement de la planète, parce qu'il avait voyagé un peu, ça l'intéressait, il a vu les océans, il a vu la contamination, on va dire, de la Terre par le plastique, et il pouvait plus s'empêcher, en allant dans un magasin, acheter tel ou tel matériel, faire choix de consommation, de se dire, mais là, il faut que j'évite le plastique, c'est pas possible, c'était vraiment une obsession. Et donc, c'est ça qu'il faut essayer d'atténuer, parce que, dans le fond, on peut trouver des actions qui soient positives, mais on peut pas se sentir responsable de tout. Donc voilà, c'est un travail surtout psychologique, évidemment, et qui est plutôt intéressant, parce que vraiment, il y a cette dimension, je disais, un peu philosophique derrière, qui est quand même très forte. Docteur Palazzolo, est-ce que vous, dans votre pratique, les actions que vous menez finalement pour lutter contre l'éco-anxiété sont les mêmes que vous pourriez mener pour d'autres pathologies, ou vous mettez en place d'autres dispositifs ? Alors oui, globalement, on met en place des stratégies qui sont globalement les mêmes que par rapport aux autres troubles anxieux. Mais en fait, avec cette spécificité, comme on disait, sur l'éco-anxiété, alors plusieurs types de thérapies peuvent être proposées, il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre ou quoi que ce soit, mais moi par exemple je fais ce qu'on appelle des thérapies comportementales et cognitives. Rappelez-nous ce que c'est, j'imagine. Eh bien justement, donc les thérapies comportementales et cognitives, en fait très simplement ce sont des thérapies qui vont agir sur le comportement du sujet et sur ses cognitions, c'est-à-dire ses pensées. Et ce qu'on va essayer de faire dans ce type de thérapie, c'est de mettre en place ce qu'on appelle une restructuration cognitive, c'est-à-dire comme l'a très bien dit Antoine, rassurer la personne, ça va pas servir à grand chose. Vous pouvez lui dire, ne vous inquiétez pas, la planète va très bien, il va pas le croire. Si vous dites, ah oui, on est tous foutus, ça va poser problème aussi. Donc l'objectif, c'est d'essayer d'amener la personne à modifier certains processus de pensée. Alors on va pas développer tout ce que sont les thérapies comportementales et cognitives, mais simplement pour vous donner un exemple, on a dans notre manière de penser quelque chose qui s'appelle des distorsions cognitives. Des distorsions cognitives, je vous rassure tout de suite, on en a tous. C'est-à-dire que moi, quand j'ai appris les thérapies comportementales et cognitives, quand je suis sorti du cours sur les distorsions cognitives, j'étais catastrophé parce que je les avais toutes. Mais c'est normal, c'est-à-dire c'est une manière d'interpréter la réalité. Et alors des distorsions cognitives, il en existe plein, mais par exemple, dans le cas de l'anxiété, il y en a certaines qui sont plus importantes que d'autres. Il y a par exemple le concept de généralisation. Alors je suis peut-être mal placé parce que dans le Sud, on est les spécialistes mondiaux de la généralisation, mais en gros, c'est de ça, on va en faire ça. D'accord ? C'est-à-dire que globalement, voilà, il fait un peu chaud, ça y est, c'est foutu, on va être débordé par un tsunami. On voit des bouteilles de plastique, ça y est, c'est terminé, on va tous être débordés par le plastique. Donc ça, c'est un mode de pensée sur lequel on va travailler. Ensuite, il y a un autre concept qui s'appelle le concept de maximalisation-minimalisation. C'est-à-dire que quelque chose de positif, on va avoir naturellement tendance à minimiser son impact. Par contre, quelque chose de négatif, ça va prendre une ampleur énorme. Et puis, dernière distorsion cognitive, je ne vais pas toutes les citer, il y en a une vingtaine, mais dernière distorsion cognitive, le processus de personnalisation. La personnalisation, en gros, c'est se mettre au milieu alors qu'il n'y a pas lieu d'être. D'accord ? Je mange de la viande, la Terre est foutue à cause de moi.
Voilà, c'est un peu ça. Donc l'objectif, c'est d'essayer de confronter le patient à ces distorsions cognitives et essayer de les modifier. Alors on va essayer de travailler ça un peu sous forme de jeu, c'est-à-dire qu'on va travailler avec le patient et on va lui demander dans son discours de repérer ces distorsions cognitives. Alors il y a plusieurs outils, des échelles d'évaluation, un travail qui est fait. Et le but, c'est d'amener le patient, en fait, non pas à changer sa façon de penser, mais en tout cas à remettre en cause sa façon de penser. Parce que quand on le voit, souvent, et en particulier Hélène le disait, dans tout ce qui est extrême, eh bien les pensées ne sont pas discutées. On a des pensées, ce qu'on appelle les pensées automatiques, qui s'imposent à nous et c'est la vérité établie. Tout l'objectif du thérapeute, c'est d'amener la personne à revoir un petit peu son mode de pensée. Hélène Brock, vous avez affaire finalement à des stressés post-traumatiques. Et là, ils ont été confrontés, vous l'avez très bien décrit, vous l'avez vécu à votre niveau, sans en être totalement victime. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Alors, le système psychologique, en fait, il permet d'aménager l'intérieur, c'est-à-dire nos inquiétudes, nos angoisses, et le rapport justement avec l'environnement, avec l'extérieur. Donc, en fonction de sa coloration, il peut effectivement teinter les choses. Par exemple, je donne souvent l'exemple, si vous avez un bébé qui pleure et que vous dites tu pleures parce que tu as faim, tu pleures parce que tu as soif, etc., vous avez de fortes chances de trouver la bonne réponse. Si vous avez un système paranoïaque, vous allez dire, par exemple, tu pleures parce que tu m'en veux. Voyez, donc la coloration est pas du tout la même et le devenir aussi du bébé n'est pas la même. Alors ce fonctionnement psychique, quand il est angoissé, c'est-à-dire du point de vue interne, il y a une pression, si vous voulez, et on va dire qu'il s'écrase un petit peu et qu'il y a une porosité qui se fait avec une fragilisation où les événements extérieurs vont pénétrer plus facilement, si vous voulez, à l'intérieur, et ça va aussi majorer l'angoisse. Donc effectivement, quand vous avez déjà des gens angoissés parce qu'ils ont vécu un attentat, que le Covid arrive, qu'ils ont la tempête Alex, on est sur une population qui est hyper fragilisée. Et puis, si vous rajoutez que vous avez eu un accident de la route ou une pathologie neurodégénérative avec des angoisses, et ben effectivement là, il y a l'intervention d'un psychologue qui peut être tout à fait aidant pour justement remettre un petit peu de souplesse dans ce fonctionnement psychologique. Alors comment on fait ? On essaye de comprendre l'angoisse, de la qualifier, on essaye d'aider le patient à travers les entretiens à prendre un petit peu de distance par rapport aux événements. Donc on lui prête un peu notre capacité à penser. C'est en ça qu'il ne faut pas être soi-même atteint. C'est compliqué quand on est soi-même atteint, quand on a été soi-même victime, c'est aussi compliqué. Donc il faut remettre en Est-ce que vous avez intérêt à le dire, ça ? Est-ce que ça vous aide dans le suivi de vos patients de dire moi aussi oui, je crois que oui, parce que je crois qu'il faut quand même pouvoir s'identifier. On est tous des humains, on a tous des émotions, on a tous des fragilités. Et effectivement, moi j'étais excessivement surprise de voir qu'en 48 heures, j'étais déprimée. Parce que j'avais pas d'électricité, parce que j'étais toute seule, parce qu'il y avait les arbres chez moi qui étaient tombés. Mais ça va à une vitesse, et je me dis qu'on vit dans un environnement excessivement confortable, on s'en rend pas compte, et que justement ça fait réfléchir à se dire il faudrait peut-être que j'ai une lampe de poche, une petite radio, enfin des choses comme ça. Et on pense du coup, maintenant il y a la fragilisation qui vient avec les déplacements de population en lien avec la guerre, mais les dérèglements climatiques entraînent de grands... Là, la Somalie, il y a 17 000 personnes là, en 15 jours qui ont dû être déplacées parce qu'il n'y a plus rien à manger. Donc, effectivement, il y a des angoisses qui peuvent très vite se compacter et on peut effectivement avoir des phénomènes anxieux qui méritent... en tout cas d'être travaillé, parce qu'effectivement, il faut que le système psychologique retrouve une certaine forme de souplesse. Voilà. Alors des fois, on a besoin de thérapie spécifique, parfois de médicaments, parfois juste la prise en charge psychologique suffit. Voilà, il faut avoir plusieurs outils et en fonction du patient, savoir poser les indications. Alors on a beaucoup parlé finalement de l'éco-anxiété au niveau individuel. Est-ce que au niveau
collectif, au niveau d'une population, ça peut influencer, puisqu'on a pris le cas de la tempête Alex. Vous avez parlé, vous avez bien souligné que ça venait à la suite d'un événement autrement traumatisant, un attentat. Est-ce que il existe une géographie, une sensibilité, il y a des populations qui peuvent être potentiellement plus éco-anxieuses? Est-ce qu'on est plus éco-anxieux sur la Côte d'Azur qu'à Paris? Non, à Paris peut-être non, mais qu'à Clermont-Ferrand. On est quand même dans une région où on sait qu'on a un risque sismique. Donc, et puis maintenant, quand il pleut, je pense que tous les gens qui vivent ici, on a une petite lumière qui s'allume. Elle ne s'allumait pas forcément, même si on a connu des inondations. On pense à ce qui s'est passé quand même. Donc effectivement, je pense qu'il y a une fragilisation globale pour tout le monde, hein, pas que pour les anxieux, pour tout le monde. Il y a une notion maintenant qu'on a bien qui est que ce phénomène est quand même universel, c'est-à-dire que sur toute la planète, il y a une étude en tête de l'an dernier sur plus de 10 000 jeunes, puisque je crois que c'était 15, 25 ans ou 30 ans, sur l'ensemble de la planète, près de 40% des jeunes se disent concernés, au sens même c'est concerné quasiment en anglo-saxon, c'est-à-dire inquiets, voire très inquiets de l'avenir de la planète, et donc dans tous les pays. On a parfois tendance à considérer que c'est des inquiétudes un peu surfaites et un problème de riches. Clairement, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est les pays les plus pauvres qui sont les plus conscients de cela, et de fait, ils souffrent en premier. Alors, évidemment, les populations encore plus exposées à la montée des eaux, au réchauffement, sont encore plus inquiètes, mais la réalité, c'est que c'est vraiment universel. Alors, cela dit, peut-être pas encore suffisamment, parce que, alors c'est un peu un teasing pour demain, mais vous avez peut-être lu ou vous lirez l'excellent livre de Sébastien Boller qui porte sur en fait l'origine en fait du changement climatique qui est lié à l'homme, hein, évidemment, à notre civilisation. Il appelle ça un comportement de psychopathe. En fait, il compare l'espèce humaine à, alors pas nous-mêmes, hein, évidemment individuellement, enfin sauf certains. Je sais pas, il faut prendre des exemples. Non, mais alors, c'est pas les individus, c'est l'espèce humaine que Sébastien Boller décrit comme un comportement de psychopathe, c'est-à-dire destructeur, absence d'empathie, manipulateur. Donc, on se sert dans la nature, on se sert dans la planète jusqu'à épuiser et à se suicider d'une certaine manière. C'est une vision très noire, mais qui est en pendant de cette conscience qu'ont certains, qui sont, je pense, un peu dans l'inverse maintenant, les jeunes, qui sont dans l'hyper-conscience et l'hyper-souffrance. Donc, bon, il y a une présentation de son livre demain, Neuroplanète, donc vous aurez l'occasion d'entendre en direct, mais je crois que tout ça, ça se discute. Effectivement, il y a toujours dans la psychologie humaine des paradoxes. On peut avoir une forte conscience et pas forcément changer, mais notamment à cause de ces fameux biais cognitifs qui font qu'on est souvent déchiré entre des pulsions diverses. Alors, vous parlez d'universalité, mais en même temps, vous parlez d'une étude sur les jeunes. À vous entendre, ça concerne plus particulièrement les jeunes. Est-ce que c'est un âge de fragile ou qu'est-ce qui protège les générations précédentes de l'éco-anxiété? Alors, je ne sais pas si on est plus protégé ou moins protégé. Peut-être qu'il y a aussi une certaine forme de déni qui rentre en ligne de compte. Tout à l'heure, Hélène en parlait. Et les jeunes sont beaucoup plus au fait de l'actualité dans ce cadre-là. Après, pour revenir à ce que vous évoquiez au niveau régionalité, bien sûr que c'est universel, mais après, ça dépend aussi de ce que les populations ont vécu. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'avais eu l'occasion d'avoir un patient qui était des Maldives, et il me disait que lui, sa grosse angoisse, c'était la montée des eaux. Alors que nous, voilà, on est plus ou moins anxieux à Nice là-dessus, mais c'est pas ce qui va nous poser le plus de problèmes. Effectivement, c'est plus cet aspect de tempête ou quoi que ce soit. Il m'est arrivé de vivre en Savoie, où en Savoie, il y a eu des tremblements de terre, et je vous assure que les vieux villageois, ils craignent ça. Donc, en fait, on se retrouve dans cette dynamique, effectivement générationnelle, effectivement peut-être locale, mais qu'on retrouve un peu partout, mais par rapport à une anxiété bien spécifique vis-à-vis de soit la température, soit la montée des eaux, soit les pluies, etc. Donc je pense qu'il y a quand même à nous adapter justement à cette régionalité aussi de l'anxiété. Il y a aussi le fait que quand la nature se déchaîne, c'est tellement puissant. On est renvoyé aussi à une impuissance totale. Donc ça, c'est aussi un facteur
véritablement catastrophique chez certains, quoi. Hein. Au niveau de la sociétale, comment on peut limiter les dégâts? Est-ce qu'il y a un discours... Notre discours, j'inclus les médias, doit être moins catastrophiste ou finalement, quand on est éco-anxieux, on se nourrit via les réseaux sociaux, on est victime de biais cognitifs. Est-ce qu'il y a des choses à modifier Ah oui. Alors, je ne sais pas si on sera d'accord, mais allez-y, allez-y. Non, Allez, parole aux dames d'abord. Je pense que la manière dont on parle des choses à grande ampleur et l'attention que l'on peut porter à l'impact psychique que ces paroles peuvent avoir, c'est quand même quelque chose de très important. Qu'est-ce que vous supportez pas, par exemple? Qu'est-ce que vous supportez pas qui, selon vous, conduit à nourrir l'éco-anxiété? Moi, je pense, par exemple, qu'on est rentré beaucoup dans une pensée binaire du bien et du mal, et que tout le discours est structuré sur ça, sur cette espèce de clivage des bons comportements et des mauvais comportements. Et je pense qu'il est important d'introduire de la nuance, parce que la nuance, elle permet de penser. Alors que si on est dans le clivage, on est dans l'angoisse et on est effectivement dans des mouvements soit d'idéalisation d'un groupe et de disqualification de l'autre groupe, et là c'est fort clos au niveau de la pensée. Or, le meilleur moyen de limiter l'angoisse et d'agir de manière efficace, c'est quand même de penser les choses ensemble. Donc voilà, moi je trouve que je suis effarée par les réseaux sociaux actuellement et cette espèce de violence qui circule avec deux pôles, le blanc et le noir, le bien et le mal, et quand ça s'applique à ce genre de choses, c'est le meilleur moyen qu'on n'avance pas. Ça, c'est sûr. Vous êtes d'accord? Oui, alors oui et non. C'est-à-dire que, évidemment, il faut un peu de conflictualité. Non, mais en gros, le message, c'est pas surtout de rassurer faussement les gens. Clairement, enfin, en tout cas, je pense qu'il faut continuer à s'alerter, parce que je crois qu'on est tous en danger. Donc, et évidemment, il faut un message qui soit constructif et qui permette d'agir. Mais je crains que ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire le deuil, l'étape quand même de la sidération, il soit quasiment indispensable quelque part, enfin en tout cas incontournable. Et ce qui n'empêche pas d'en sortir. Et donc il faut un accompagnement, et on est un peu là pour ça. Et effectivement, socialement, il faudrait que ça soit partagé pour pas traumatiser les gens, c'est sûr. Mais le déni n'est pas mieux. La politique actuelle, alors il suffit de voir les mouvements des jeunes, ils sont effectivement parfois ils peuvent paraître radicaux. Enfin, Greta Thunberg et compagnie, c'est vrai que c'est violent entre générations. Mais c'est à la mesure, je pense, de cette prise de conscience c'est pas que de l'inquiétude, c'est en plus les autres ne font rien. On ne fait pas ce qu'il faudrait faire, ce qui n'est pas faux. Enfin, si on regarde les trajectoires, scientifiquement, il y a une réalité. Donc, voilà, faut mêler tout ça dans un discours qui soit à la fois un accompagnement social, en effet, général, collectif, il faut se battre ensemble, mais en regardant les choses en face. Oui, et puis il y a une dynamique aussi qui est importante, qui a été pas mal étudiée sur le plan psychologique, qui s'appelle l'apprentissage social. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a un comportement adapté, on va avoir tendance à reproduire ce comportement. Quand on était gamin, si on nous avait dit qu'on trierait le verre, le plastique, etc., on aurait rigolé. Et aujourd'hui, celui qui trie pas le verre, effectivement, il va se faire huer sur les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il y a une dynamique aussi d'apprentissage. Maintenant, effectivement, moi, entre vous deux peut-être, mais je pense que l'objectif, c'est pas non plus de donner un discours absolument catastrophiste et d'être dans le bien et le mal, mais peut-être d'expliquer les choses et puis de montrer ce qu'est un bon comportement. Parler de politique, quand on voit certains hommes politiques qui prônent effectivement la terre verte, etc., et qui roulent en 4x4, c'est un peu gênant. Donc, dans ce cadre, c'est pas faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Il y a aussi la dynamique, justement, de pouvoir montrer un comportement, adapter les choses, et peut-être essayer que le message passe d'une manière un peu plus souple. Mais j'ai pas la solution pour ça. Un petit message qu'il faut rendre positif, je pense que quand même c'est essentiel, c'est que les comportements qui peuvent être dans la suite de ces prises de conscience et qui sont des comportements vertueux, c'est tous ceux qui nous rapprochent en fait de la nature et de l'environnement dans lequel nous vivons. Et ça, c'est
une petite découverte, c'est que autant l'environnement peut nous rendre malades, et ça, bon, on l'a évoqué un petit peu, il y a le réchauffement climatique, il y a la pollution, il y a l'urbanisation qui est un facteur de risque pour les troubles psychiques, mais à l'inverse, la proximité avec la nature, c'est démontré par plein d'études qu'on a un peu rassemblées dans le bouquin, ça génère du bien-être, ça génère de la bonne santé physique et mentale. Et donc, d'aller suivre, donner du sens et d'aller suivre ces valeurs en disant, je vais protéger, alors c'est pas que protéger la nature, c'est aussi me protéger moi-même en me rapprochant des espaces verts, des espaces naturels autant que possible, même en ville, parce qu'il a été montré, mais c'est vraiment assez impressionnant que, en gros, il y a une étude très simple, c'est la distance avec un arbre que vous avez autour de vous. En ville, bon, il y a des arbres ou pas, et il y a une proportionnalité entre la distance de votre logement avec des arbres et la consommation d'antidépresseurs, c'est-à-dire qu'à quel niveau vous souffrez. Plus vous êtes loin des arbres, plus vous souffrez de dépression. Donc il y a vraiment un effet bénéfique de la proximité, de la vision, de l'immersion dans la nature, et donc c'est ça qu'on peut rendre positif, c'est-à-dire on va à la fois protéger la nature et se faire du bien à soi-même, et je crois que c'est notre destin, je pense à beaucoup. Alors, dernière question, et après on va laisser le public vous interroger, mais justement certains d'entre vous, vous êtes enseignants. Est-ce que dans le parcours qui est actuellement prévu pour vos futurs confrères, il faudrait faire évoluer des choses? Est-ce que vos formations sont adaptées à ces nouveaux problèmes? Alors, après, il faut voir les domaines d'enseignement. Moi, je suis co-responsable du DU de thérapie comportementale et cognitive à Nice. Et effectivement, dans le cours sur la prise en charge des troubles anxieux, on parle de beaucoup plus souvent maintenant d'éco-anxiété. C'était une thématique qu'on n'abordait pas il y a encore quelques années. Et c'est une thématique qu'on essaye d'aborder justement sur ce plan-là. Et puis, je vais vous dire, alors même dans l'enseignement, alors là encore, on n'a pas trop le temps de développer, mais il y a une technique dont on parle beaucoup dans l'actualité, qui est la fameuse méditation de pleine conscience. Il y a une étude qui a été faite sur le jardinage. Eh bien, on s'est aperçu que quelqu'un qui aime jardiner, parce que si ça vous gonfle, ça ne marche pas, mais si vous aimez jardiner, quand vous jardinez, votre cerveau se comporte comme si vous faisiez de la méditation de pleine conscience. C'est-à-dire que vous êtes en pleine présence, en pleine conscience dans cette activité. Donc effectivement, ça a des vertus thérapeutiques. Et Richard, il y a eu la même étude sur la plongée, mais ça, on ne va pas en parler. Alors moi, je m'occupe d'un diplôme, oui, de psychologie expérimentale et criminelle, et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le versus radicalisation des discours. Donc c'est pour ça que je pointais la dangerosité du clivage, puisque effectivement, lorsque le monde est bon et le monde est mauvais, et il est évident que si on pense appartenir au groupe des bons, on se met à haïr le groupe des mauvais, et potentiellement ça peut glisser sur des passages à l'acte. Donc je pense qu'il y a quand même une interrogation qu'on doit avoir par rapport à la récupération anxieuse et à la mise en forme de certains discours qui déifient la nature, qui potentiellement pourraient après nous attaquer en retour sous la forme de tsunami, de pandémie, etc., qui peut perturber et qui peut effectivement amener à des risques. Donc moi, c'est plutôt sous cet angle-là que je l'étudie, quoi. Très bien, merci à tous les trois. Anne, les questions? Allez, les questions. Est-ce que je peux prendre un micro? Voilà, merci. Y a-t-il des questions? Ah non, vous avez pas. Ah oui. Est-ce que vous pouvez aller. Voilà. Merci beaucoup. Donc il y a deux personnes là. Je te passerai le. Merci. Bonjour Caroline Touizé. Vous avez beaucoup parlé des jeunes. Vous avez cité des comportements parfois mal compris des parents. On voit bien que ça peut créer des difficultés entre les générations. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez plus de parents qui ont plus de mal à comprendre leurs enfants et à comprendre les comportements de leurs enfants? Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup plus de parents qui ont du mal à comprendre le comportement de leurs enfants, parce que les générations antérieures, les parents ne comprenaient jamais les enfants correctement. Par contre, on trouve, à mon sens, beaucoup plus de
radicalisation d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire on trouve beaucoup plus d'enfants qui vont dire voilà, ben, tu roules en voiture diesel, tu manges de la viande, tu fais ci, tu fais ça, et de parents qui disent écoute, moi, ma génération, ça me concerne pas, on est quasiment dans le déni. Donc on voit vraiment peut-être plus une fracture au niveau des comportements et des cognitions, mais je ne sais pas si c'est quelque chose de très nouveau. Hein. Je ne pense pas qu'au niveau des adolescents ou des enfants, il y ait beaucoup d'évolution à ce niveau-là. Oui. Il y a quand même une sensibilisation à l'école, hein, de plus en plus. Donc, effectivement, c'est normal que progressivement, ils ramènent ça à la maison. Il y a discussion autour de ces questions-là à la maison. Je citais l'exemple tout à l'heure quand on a un petit peu débattu avant. Moi, je pars en vacances avec des profs de latin grec depuis des années et en fait, on visite dans le monde entier toutes les ruines romaines qu'il peut y avoir. Et on a été très surpris il y a 2 ans d'une collègue qu'on connaît, hein, et on a voulu visiter une arène et elle nous a envoyé un mail vraiment incendiaire en disant que c'était pas possible, qu'on était vraiment des gens pas bien, alors qu'on se connaît depuis toujours, qu'on voyage dans le monde entier ensemble. Voilà, là ça nous a profondément surpris et elle ne lâchait pas et elle ne voulait pas que l'on visite ces arènes. Bon, on les a visitées quand même, hein. Mais pour vous dire que les risques de bascule, ils sont quand même là et pas que chez les enfants quand même, hein. C'est à cause de l'avion, oui. Pardon ? Non, c'est par rapport aux animaux, à la corrida, voilà. Donc, la sensibilisation autour de ça, puisque Jérôme parlait de son fils qui lui reprochait de manger de la viande. Voilà, donc... Hein ? Je vais pas au corrida. Non, mais nous, c'était pas une corrida, c'était des ruines romaines pour le coup, donc il n'y avait pas de corrida. Hein. C'est pour dire que le risque, il n'est pas à négliger. Pour juste rebondir sur la question des parents, moi je trouve que, c'est un peu mon expérience et je crois que ça a été confirmé dans une étude, les jeunes n'en veulent pas à leurs parents, enfin sauf cas familiaux particuliers, mais ils en veulent un peu, ou plus ou moins, aux générations antérieures. Ça c'est sûr, il y a des conflits de génération. Donc c'est globalement d'une génération à l'autre. Mais dans les familles, je pense que ça peut être un sujet de débat en effet. Alors, pour éviter les clivages dont vous parliez, et puis des antagonismes qui seraient effectivement excessifs, parce que c'est jamais bon, je pense que chacun a un chemin à faire vers l'autre et que plus on est ouvert et plus on peut comprendre ses inquiétudes et comment adapter son propre comportement, moins on risque d'avoir ces antagonismes et ces comportements excessifs. Bon, il y a c'est sûr, des comportements très abusifs de tous les, on appelle ça les gens qui se protègent contre toutes les transformations immédiates et les guerres qui pouvaient en découler. Non, ça c'est un petit groupe. Qui sont en général complotistes diverses, mais par contre entre générations, il y a vraiment tenir compte de nos inquiétudes pour changer vos comportements, parce que sinon, bon voilà, il n'y a plus d'espèces animales, dans 40 ans, on vit dans un four et on n'aura plus de ressources naturelles. Enfin, c'est vraiment une projection qu'il faut entendre comme étant ma vie est en danger, quoi. Oui. Je travaille à la Fondation Lanval, qui est donc un hôpital pour les enfants et les adolescents. Et ce qu'on observe depuis une quinzaine d'années maintenant, c'est qu'on a vraiment des jeunes femmes enceintes et des jeunes parents, principalement des jeunes mamans, qui sont vraiment dans l'anxiété de dire comment est-ce que je dois nourrir mes enfants, parce que dans le poisson, il y a du mercure, il y a des métaux lourds, dans la volaille, il y a des hormones, dans les légumes et les céréales, il y a des pesticides. Et on voit maintenant une réelle anxiété de la part des parents qui ont l'impression qu'ils sont en train d'empoisonner leurs enfants, alors que normalement, pour un parent, nourrir son enfant, c'est quelque chose de censé être naturel. Oui, moi je pense que c'est très...
Important de signaler ça. On a vu aussi l'hécatombe anxieuse après l'épidémie de Covid chez les enfants, hein, avec malheureusement des tentatives de suicide chez les plus petits. Donc quand on dit qu'il faut faire attention aux messages que l'on délivre et à l'impact que ces messages peuvent avoir, je crois que c'est le lieu de le dire, parce qu'effectivement il y a des conséquences. Et là, c'est un exemple véritablement intéressant, puisque la mère, tout d'un coup, se met à se poser la question de savoir comment elle peut nourrir son enfant, ce qui veut bien dire qu'il y a une imprégnation anxieuse de base, avec tous ces discours qui diffusent, et je pense qu'effectivement, on doit aussi prendre du recul et essayer de comprendre l'impact que ça peut avoir sur des populations d'enfants, par rapport au Covid, par exemple, hein, où il y a eu des discours qui ont été éminemment anxiogène. Moi, j'ai eu un petit garçon, comme je travaille après les AVC, je recevais ce petit garçon pour son papa qui venait de faire un AVC. On discutait ensemble avant qu'il puisse aller le voir. Et puis, à un moment donné, il me dit, tu sais, maman va mourir. J'ai dit, ah bon, mais comment ça, maman va mourir? Et il m'a dit, bah oui, à la télé, ils ont dit que quand on avait le diabète et qu'on attrapait le Covid, on allait mourir. Donc ce gamin qui était alors sur l'angoisse de l'accident de son père qui venait de faire un AVC était très poreux justement à tous les discours ambiants qui étaient assénés d'une manière régulière, et effectivement ce gamin vivait avec la peur de perdre sa maman, quoi. Et s'il n'y avait pas eu l'occasion de cette discussion pour qu'on dépressurise un petit peu avec lui, il serait resté avec ses angoisses pendant très longtemps. Donc oui, je pense qu'il faut faire attention à la manière dont on parle des choses, et je suis d'accord qu'il y a quand même le rapport du GIEC dont il faut prendre connaissance, et toutes ces migrations de population déjà, parce qu'il y a plus d'eau et plus de nourriture, des famines, etc. Et que si on ne se met pas à réfléchir ensemble, c'est pas bien, mais il y a une manière et une forme dans les discours qui doit être travaillée. D'autres questions? Oui. Moi, je voulais juste savoir s'il y avait un apprentissage social pour l'anxiété et l'inquiétude. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, c'est-à-dire que si je vous donne un exemple par rapport, on disait aux orages, etc. Alors si, par exemple, quand vous êtes petit, vous voyez vos parents, à chaque fois qu'il y a des orages, qui ferment les volets, qui se mettent sous le lit et qui prient, eh bien, obligatoirement, vous allez retrouver cette même phobie chez vous. C'est un peu la problématique. C'est voilà, c'est un apprentissage, effectivement, dans ce cadre-là, quoi. C'est même fait pour ça, hein, puisque les émotions sont transmissibles et on apprend par imitation, et heureusement d'ailleurs, parce que ça c'est le mauvais exemple, hein, que tu décris. Enfin, il peut être excessif, mais heureusement qu'on apprend le danger par les autres, sinon il n'y aurait plus personne sur la Terre déjà. Oui, bonjour. Merci pour votre conférence. Moi, j'avais une question un peu plus anthropologique, parce que je crois que le docteur Palazzolo, il travaille dessus. Peut-être qu'au cours de l'humanité, il y a eu toujours cette anxiété, on va dire, généralisée à différents niveaux. Donc ma question, c'est est-ce que finalement, l'anxiété, c'est pas quelque chose d'indissociable de l'homme, ou vous pensez qu'il y a vraiment une augmentation de l'anxiété ces dernières années à cause de l'écologie, une modification de l'anxiété? Et j'avais également une deuxième question, un peu plus sur la génétique. Est-ce qu'il peut y avoir une transmission de l'anxiété? Est-ce que ça s'est expliqué par des modifications génétiques? Voilà, merci. Alors oui, en fait, ce que vous évoquez, c'est tout à fait vrai. C'est ce qu'on disait. L'anxiété, c'est un comportement qui vise à nous préserver. Et effectivement, heureusement, comme le disait Antoine à l'instant, s'il n'y avait pas l'anxiété, l'espèce humaine, il y a longtemps qu'elle aurait disparu. Donc, dans ce contexte, bien sûr, l'anxiété, c'est normal d'être anxieux, et c'est un mécanisme de préservation, l'anxiété. Après, alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus d'anxiété qu'avant par rapport à l'éco-anxiété, etc.? Je ne saurais pas dire. Par contre, je pense effectivement, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les chaînes d'infos en continu, c'est vrai qu'on s'aperçoit que ça fait beaucoup plus vite tache d'encre.
Ça, c'est évident. Alors peut-être dans le bon comme dans le mauvais côté, hein, mais effectivement, on peut voir qu'effectivement, il y a cette problématique-là. Après, sur l'aspect génétique, peut-être je peux laisser Antoine répondre là-dessus, si vraiment il y a un héritage. Bah alors, la transmission, en effet, évolutionniste, on va dire, elle est génétique par définition. C'est-à-dire qu'on a un système d'émotions, et notamment un système de peur, qu'on a développé au cours de l'évolution, et c'est notre bagage commun. Il n'est pas univoque, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous anxieux au même niveau. Et il faut un peu de tout, hein, comme on dit, pour faire un monde. Il faut des anxieux qui restent un peu en arrière quand il y a du danger, et ceux-là, ils vont survivre quand il y aura des catastrophes graves. Et puis des gens qui sont quand même un peu plus entreprenants, qui vont peut-être être moins anxieux et faire des choses pour faire avancer l'espèce. Et donc globalement, on a un niveau d'anxiété moyen dans la population. Alors après, ce qui pourrait être génétique, j'imagine que c'est ça la question, c'est des surplus d'anxiété, de phobie, de troubles anxieux qui existent dans les pathologies psychiatriques, où on a des phobies, des TOC, des maladies qui sont parfois très handicapantes, dont on pense qu'elles sont en fait assez peu génétiques. C'est la question, il n'y a pas un gène des attaques de panique ou des TOC. On a cherché pas mal, mais on n'a pas trouvé ça. Donc il y a des propensions probablement à avoir plus d'anxiété que d'autres. Et c'est surtout les événements de la vie, ce qu'on a vécu. Donc évidemment, au plus grave, les catastrophes, les stress graves, ou la société dans son ensemble qui va modeler chez certaines personnes une fragilité. Et effectivement, moi je pense que ce qui change, c'est pas forcément qu'il y ait plus d'événements. Je pense que l'espèce humaine, elle a traversé d'autres événements graves que nos problèmes ici. Alors, je ne veux pas banaliser ce qu'on a traversé, mais l'espèce humaine a traversé bien pire, quantitativement en tout cas. Par contre, ce qui probablement se modifie, c'est nos systèmes de défense collectifs. Je pense qu'aujourd'hui, la société est moins protectrice. Alors, ça dépend à quel niveau, mais au niveau affectif, on va dire, au niveau des groupes sociaux, les groupes d'appartenance qui étaient très forts jusqu'à récemment, les groupes religieux, les groupes communautaires, même familiaux, se délitent un peu. C'est-à-dire qu'on est plus dans une société individualiste, avec un petit noyau familial, moins de communauté, et probablement que l'anxiété, elle se nourrit de ça, parce qu'on a du mal à s'appuyer, surtout quand on vit seul, et c'est ce qu'on trouve surtout dans les grandes villes. En fait, dans les grandes villes, les gens sont plus seuls, bizarrement, qu'ailleurs, et donc souffrent plus de cet isolement, et les fragiles, les gens un peu plus sensibles, un peu plus fragiles, sont plus exposés à ces souffrances. Je crois que c'est plutôt ça l'évolution, et c'est contre ça qu'il faut lutter finalement. Puis il y a un point sur l'aspect génétique, alors ça correspond peut-être pas exactement à l'anxiété, mais on pourrait par interprétation l'associer. C'est ce qu'on appelle la mémoire en fait au niveau génétique, c'est-à-dire qu'il y a une expérience qui a été faite sur un petit ver marin, alors dont j'ai oublié le nom, je pourrais pas vous dire, et vous mettez ce ver marin dans un aquarium, et chaque fois que vous allez donner à manger, donc il y a plein de vers marins là-dedans, chaque fois que vous allez leur donner à manger, vous allez allumer sur le côté de l'aquarium une lumière. Donc les vers, ils voient la lumière qui s'allume, ok, puis ils ont à bouffer, très bien. Et puis au bout de quelques fois, réflexe de Pavlov, hein, dès qu'on allume la lumière, vous avez tous les vers marins qui viennent parce qu'ils savent qu'ils vont avoir à manger. Vous récupérez ces vers, vous les broyez dans un mixeur. Ce qui ressort de ça, vous les donnez à manger à d'autres vers marins qui n'ont jamais été confrontés à la lumière. Ces vers marins, ils vont manger ça, vous allumez la lumière, ils vont venir vers la lumière pour attendre à manger. Donc, est-ce que l'anxiété ne pourrait pas être aussi dans cette dynamique-là? À voir. Oui, pour faire le lien avec ce que tu disais sur la médiatisation, il semble que quand même par rapport aux troubles anxieux individuels que nous soignons, d'accord, ce type d'anxiété collective, bien évidemment, est fortement alimenté par l'information illimitée que nous pouvons avoir, qui apporte énormément beaucoup de choses positives, mais évidemment qui suggère beaucoup de questions que nos patients nous posent. Et quelque part, qui nous mettent un petit peu dans cette position de médiateur de l'information. C'est-à-dire comment gérer ça et comment orienter, comment éduquer. Comment percevez-vous un petit peu l'évolution donc de notre rôle pour bien gérer cette information et finalement bien marier le travail remarquable que font les médias officiels et évidemment les sujets, les individus, les citoyens qui, il faut bien le reconnaître, s'alimentent beaucoup de ça. Je réponds.
En fait, après, il n'y a pas de règle. Je pense que ce que disait Antoine tout à l'heure, l'objectif, c'est pas de confronter le patient directement, lui dire voilà, ce que vous avez vu là, c'est n'importe quoi. Sinon, c'est un discours A contre un discours B, il n'y a pas de médiation. En général, moi, souvent, ça m'arrive, hein, que ce soit pour les troubles anxieux, mais maintenant, avec la dynamique de l'information, je pense que tu as la même expérience que moi, dès qu'on prescrit un médicament, le patient, il va tout de suite voir sur des sites, bon, on citera quelques-uns, mais Doctissimo et ce genre de trucs, et il va revenir avec plus d'informations que ce que nous, on lui a apporté. Et l'objectif, alors moi personnellement, ça a été plutôt positif, c'est-à-dire que ça me pousse à me tenir informé pour pouvoir anticiper peut-être certaines questions qu'on va me poser, et puis amener à ce moment-là le patient à aller, puisqu'il va se renseigner, qu'il aille sur des sites plus officiels, sur des études réelles, sur des choses comme ça, et on peut très bien discuter avec le patient de cette problématique. Je pense que c'est bien qu'il aille se renseigner, simplement peut-être c'est un moyen d'informer pour nous et de l'orienter vers des sites ou des informations peut-être plus adaptées. Mais j'avoue que j'étais mis en énorme difficulté avec le Covid, quand j'ai des patients qui me disaient qu'ils collaient leurs clés sur le bras et qu'ils avaient des puces qui étaient injectées. C'est vrai que c'est un peu problématique. Et j'avais pas grand-chose à dire que c'est pas tout à fait la réalité, quoi. Et les médias, on peut les éduquer un peu? Pas difficile, mais ils sont là. Il faut taper fort. Voilà, moi je voulais vous remercier, d'abord vous d'être venus. J'espère que vous avez appris des choses. Nous, le Point, on était très très fiers de faire cette première soirée ici. On espère refaire la même chose l'an prochain. Donc pour ça, je demande à Monsieur Chemla de nous organiser l'an prochain. Je demande à Isabelle de refaire aussi bien l'an prochain. Merci Isabelle, vous avez été formidable. Je remercie toute l'équipe qu'on a eue en visio qui nous a rejoints. Et bravo encore pour ce que vous avez fait, pour ce que vous nous avez montré. Et puis je remercie aussi évidemment le CHU. Je remercie France Bleu qui a été notre partenaire.